Donc je vais vous présenter le GIF art. Des fois je dis GIF, des fois je dis GIF. Bon, GIF c'est plus facile à prononcer. GIF art avec processing, mais en fait je vais présenter des techniques générales qui peuvent être mises en œuvre avec d'autres langages que processing. Donc merci à l'équipe organisatrice de Gros et de m'avoir invité et de m'accueillir. Donc je me présente. Donc je m'appelle Étienne, j'ai 25 ans. Alors mon parcours c'est une école d'ingénieur, l'école des ponts et chaussées. Et j'ai fait le master mathématiques vision apprentissage de l'école normale supérieure de Paris-Saclay. Donc je me suis axé dans machine learning, données. Et pendant mes études, en 2017, j'ai commencé à faire des GIFs. Et actuellement, je travaille depuis 2 semaines pour une start-up qui travaille autour du chiffrement de données. Autrement dit, c'est la cryptographie. Et précédemment, je travaillais dans une boîte sur des données sonars où je faisais du machine learning. Il a fallu que je choisisse des GIFs à vous montrer puisque j'en ai vraiment plusieurs centaines. Là, j'en ai choisi donc les 12 plus populaires sur mon blog et puis 9 autres que je trouvais intéressant de montrer en dehors des 12. J'ai aussi des versions MP4 Full HD, peut-être que je vais vous les montrer à la fin si j'ai le temps. Je vais vous montrer ça. Donc voilà, ça c'est mon plus populaire. Vraiment de loin, il a été partagé sur les réseaux sociaux un peu partout, donc il y a vraiment beaucoup de monde qui l'a vu. Par contre, j'en suis pas particulièrement fier parce que dans sa construction, je trouve qu'il a rien de vraiment exceptionnel. Mais il doit avoir un effet spectaculaire qui a plu à beaucoup de monde. Et donc, j'en suis également pas très fier parce que j'ai repris l'idée d'une autre personne qui faisait des tunnels toriques, Wave Grower, que je présenterai plus tard. Donc, mon plus grand succès, mais pas une grande fierté. Alors, celui-là, en fait, c'est des points qui sont sur une seule trajectoire. Donc, il y a un endroit où un point apparaît et un endroit où un point disparaît. Et en fait, chaque point remplace un point suivant. Donc, bien sûr, si on reste regarder un point, ça va durer très très longtemps jusqu'à ce qu'il disparaisse. Mais je pense pas que ce soit ça qui explique la popularité. Je pense que c'est juste l'esthétique du GIF. Donc après, je peux pas faire de commentaires pour chacun, sinon ça va me prendre des heures. Donc voilà, il y a celui-là. Ça, j'ai fait un tutoriel pour expliquer comment faire ça. Je vais pas rentrer dans l'explication dans ce talk. Encore un tunnel. Dans ce qui est populaire, il y a beaucoup de surfaces, de trucs en 3D. Ça, c'est un que j'ai fait en 2017. Donc avec un champ de vitesse. Encore un tunnel avec des nombres. Ça, c'est donc encore une surface. Et je vais un peu expliquer comment on fait ces maillages triangulaires qui permettent d'avoir cette esthétique. Voilà, ouais, une autre surface avec un maillage triangulaire. Ça, je vais essayer de le faire en live code. Celui-là, encore une surface, mais je trouvais qu'il avait un effet étrange. Et donc je trouvais que c'était la peine de le partager, même si j'avais déjà publié plein de surfaces. Il y avait un effet intéressant. Et donc voilà, ça c'est la raison pour laquelle j'ai fait un top 12 et pas un top 10. Je voulais que ce 11e apparaisse. Donc ça c'est un que j'ai fait en 2017. Je trouve une idée assez originale avec un champ de vitesse défini à partir de plein de centres qui font tourner les particules autour d'elles. Et donc il y a une technique aussi de remplacement pour que chaque particule remplace une particule suivante. Alors la durée du GIF est très très courte, mais en fait on peut suivre une particule pendant assez longtemps grâce à cette technique de remplacement. Et voilà le 12e. Et donc juste les 9 votes que j'avais envie de montrer. Celui-là je le trouve assez subtil. Il utilise une fonction de bruit que j'expliquerai dans le talk. Voilà, ça c'est en gros, ça reprend le principe du tunnel, mais c'est des structures avec un point au bout. Celui-là il est assez unique, donc c'est pour ça que je voulais le montrer. Il y a un effet un peu relaxant. Celui-là je voulais le montrer, j'aime bien l'esthétique
de ce GIF. Et encore la technique du remplacement où en fait on peut suivre une particule pendant très longtemps parce qu'elle remplace la particule suivante. Donc ça utilise une technique que je présentais qui est la propagation du bruit. Donc ça, bien sûr, c'est inspiré de l'album Unknown Pleasures de Joy Division. Une spirale de nombres, encore une fois avec la technique du remplacement où on peut suivre un nombre pendant très longtemps parce qu'il va remplacer le suivant. Et finalement, alors non, il en reste deux encore. Ça, j'ai une méthode pour faire des courbes animées comme ça. Et là, j'en ai plein qui sont tournées et elles ont un décalage temporel qui donne cet effet-là. Et donc, le dernier que je voulais montrer, parce que la manière dont il boucle est assez originale. J'ai tendance à utiliser tout le temps les mêmes recettes pour faire boucler les choses, mais celui-là, il a une manière un peu particulière de boucler. Voilà, donc c'était ma présentation de ce que je fais. Là, je vais partir sur le comment, donc dans le plus technique. Donc voilà le plan. D'abord, je vais vous dire si vous êtes intéressé, où est-ce que vous pouvez trouver les autres GIFs que j'ai fait. Ensuite, je vais introduire avec qu'est-ce que c'est le GIF-art pour moi et qu'est-ce qui m'a inspiré, comment j'ai commencé. Ensuite, je vais parler de qu'est-ce que c'est Processing et mon workflow avec Processing, notamment avec le template d'un autre artiste, Bees and Bombs. Ensuite, je vais parler de choses très utiles pour moi, des petites fonctions et le bruit OpenSimplex qui est vraiment central pour moi. J'utilise presque partout. Et une fois que j'aurai expliqué ça, je vais partir sur les techniques de loop. Comment je fais pour que ça boucle. Donc honnêtement, là, je partage vraiment mes grandes recettes avec les deux techniques de loop. Il y a 90% de mes GIFs qui sont couverts, je pense. Donc voilà. Où trouver mes GIFs? Principalement, là où j'ai commencé, c'est Tumblr. C'est aussi là où j'ai le plus d'abonnés. Le nom du blog, c'est Necessary Disorder. Et c'est aussi là que je suis le plus sélectif. Je poste vraiment ce dont je suis satisfait. Sur Twitter, là, je me fixe pas trop de limites. Je poste aussi des choses en couleur. Vous avez vu que tout était en noir et blanc. Sur Twitter, je peux me permettre de poster en couleur et aussi de l'art génératif qui bouge pas. J'ai aussi un compte sur Hello. Ça, c'est juste si vous voulez une alternative à Tumblr. Hello, c'est pas mal. J'ai commencé depuis pas longtemps à utiliser Instagram. Donc voilà. Et j'ai un blog de tutoriels sur WordPress. Alors, le GIF art pour moi. Il y a deux contraintes que je trouve vraiment intéressantes et uniques. La première évidente, c'est le perfect loop, donc, que j'utilise tout le temps. Et il y a une deuxième qui est moins évidente, que je trouve importante, c'est comment gérer la taille du fichier. Parce que par exemple, pour publier sur Tumblr, il faut être à moins de 3 mégaoctets. Et donc, il faut travailler avec cette contrainte. Par exemple, en utilisant moins de frames, moins de couleurs, ou alors moins de changements entre frames successives. Parce qu'en fait, l'algorithme de compression de GIF, si on ne bouge pas beaucoup entre des frames successifs, ça ne coûte pas beaucoup d'espace. Donc on peut faire des GIFs très 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 longs s'il n'y a pas beaucoup de changements entre frames successifs. Donc pour moi, ça fait partie du GIF art, ça, travailler avec la taille du fichier. Et oui, on peut aussi diviser par la taille du fichier de moitié en utilisant la compression, par exemple avec le site easygif.com. Je conseille si quelqu'un a ce problème un jour. J'utilise tout le temps. Donc voilà, comment j'ai commencé. Donc c'est en septembre 2016, j'ai découvert le blog Tumblr Wavegrower qui fait du GIF art. Il est français aussi. Et ça m'a redirigé vers Processing avec Daniel Schiffman. Donc j'ai regardé des vidéos de Daniel Schiffman. À l'époque c'était The Coding Rainbow, maintenant c'est The Coding Train. Et donc ça m'a inspiré pour faire des pages interactives en Processing JavaScript, donc P5.js. Et donc en fait, même si ce qui m'a motivé au début c'était le GIF art, je l'ai délaissé pour partir sur les pages interactives en JavaScript. Mais après, plusieurs mois plus tard, je suis revenu sur le GIF art avec mes premiers GIFs. Et donc c'était en janvier 2017. Et là j'ai lancé mon blog.
Je vais vous présenter les 3 blocs qui ont été vraiment fondamentaux dans mon inspiration au départ. Il y a Wavegrower, un autre bloc qui s'appelle Linear Disorder, donc je me suis inspiré de son nom pour mon blog, parce que j'aimais beaucoup son blog, et donc je pensais pas que j'allais devenir connu. J'ai obligé de nommer le mien Necessary Disorder. Et voilà. Et un autre qui s'appelle Ecophone. Et donc après, bon, je vais pas parler de toutes mes inspirations. Par la suite, j'ai découvert d'autres blogs, notamment Bizenbombs, Patak, DVDP, qui ont été importants. Donc je vous présente le premier, Wavegrower. Alors si je devais caractériser son blog, je dirais que la programmation ressort beaucoup de son style. On voit vraiment que c'est fait avec de la programmation. Et donc, enfin, je trouve assez universellement cool ce qu'il fait, quoi. Et donc, voilà. Alors ça, pour moi, il y a de la propagation de bruit. Là, c'est une technique que je vais essayer d'expliquer. Donc voilà, il fait des fractales. Et ça, c'est donc le tunnel torique qui m'a inspiré pour faire mon GIF le plus connu. Donc le deuxième blog qui m'a inspiré, c'est Linear Disorder. Alors dans ce blog, j'ai trouvé qu'il y avait une vraie sensibilité artistique avec des choses assez simples. Et donc il y avait un mélange de GIF art et de photographie. Et vraiment, ça m'a beaucoup séduit. Et donc il y a là des choses vraiment simples, mais qui pour moi montrent une vraie sensibilité artistique. Par exemple avec la petite sphère qui est cachée, qui réapparaît, tout ça. J'ai beaucoup apprécié son blog. Donc il fait aussi des choses comme ça. Voilà. Et donc voilà les photographies qu'on peut trouver sur son blog, qui sont mélangées au GIF. Et donc ça m'a vraiment touché. Et ça m'a donné envie de faire un blog. Et donc le dernier blog qui m'a inspiré, c'est Ecophone. Donc son vrai nom, c'est Yancy Wei. Et donc ça m'a inspiré pour faire l'esthétique du noir et blanc, en fait. Alors lui utilise un fond gris foncé, pas exactement noir comme moi. Et il faut aussi des choses en couleur, mais ce qu'il fait en couleur, c'est pas ce que j'aime le plus. Voilà. Alors c'était pour les inspirations. Maintenant, je vais vous présenter ce que c'est Processing et mon workflow avec Processing. Donc ce qui est commun à tous mes GIFs que je fais, ma manière de travailler. Donc qu'est-ce que c'est Processing? C'est un langage de programmation et un IDE donc basé sur Java. C'est une surcouche de Java. À la base, c'est fait pour le visuel, mais en fait, il y a plein de librairies pour le son, et je crois Kinect, ce genre de choses. On peut faire plein de choses avec. Et donc, il est souvent utilisé pour apprendre à programmer, parce que la syntaxe est simple. Mais en fait, je trouve que même s'il est utilisé pour l'apprentissage de la programmation, c'est un langage qui permet d'être vraiment efficace. Moi, j'avais programmé beaucoup dans d'autres langages auparavant, et ça m'a fait du bien de passer à Processing, alors que j'avais déjà travaillé avec des librairies graphiques avant. Donc du coup, je ne l'ai pas lâché depuis. Alors, comment ça fonctionne? Un programme de base en Processing, il a 2 fonctions. Setup, qui est lancé une fois au départ, et Draw, qui est lancé de façon répétitive. Et donc, je vais vous montrer comment faire ce GIF tout simple, avec un premier workflow, qui n'est pas celui que j'utilise, mais qui est le plus simple. Alors, on va avoir une variable globale de temps t qui va de 0 à 1. Pourquoi une variable globale de temps? Pourquoi globale? C'est parce que on va pouvoir, si elle est globale, on n'a pas besoin de la passer à tous les arguments de toutes les fonctions. Donc c'est beaucoup plus pratique d'avoir la variable globale. On aura une variable pour le nombre de frames, numFrame. Et ensuite, dans la fonction draw qui est répétée en continu, on actualise la valeur de temps, t, en faisant le rapport du nombre de fois où on a appelé draw, frame count, sur le nombre de frames. Et une fois qu'on a ce temps qui est actualisé, on dessine en fonction de t. Une fois qu'on a dessiné, on sauvegarde notre frame. Et on s'arrête quand on a appelé draw autant de fois que numFrame. Et donc en fait, avec Processing, on ne fait pas de GIF directement. Après, avec ce workflow-là, on a les frames qui sont sauvegardés. Il faut utiliser un autre programme pour faire les GIFs. Alors moi, j'utilise un petit programme qui s'appelle GIF Cycle. Et donc... on peut faire aussi avec Photoshop. À un moment donné, j'utilisais GIMP. Voilà. Donc là, c'est delay égale 2. 2, c'est en centième de seconde. C'est le délai entre les frames successives.
Donc voilà, j'ai mis tout le code pour faire ce GIF. J'ai caché la partie, j'ai mis en grisé la partie qui dessine parce que c'est pas ça qui m'intéresse vraiment. Je voulais montrer comment on définit la variable globalité au début, le nombre de frames. Ensuite, avec setup, on a la taille de l'image. Dans draw, on actualise le temps. Après, on dessine quelque chose, c'est pas ce dont je veux parler là. Après, on sauvegarde la frame et on arrête si on a fait assez de frames. Voilà. Mais en fait, le workflow que j'utilise, c'est pas celui-là, c'est celui de Bees and Bombs. Donc je voulais présenter Bees and Bombs rapidement. Alors pour moi, c'est vraiment le maître du GIF art avec processing. Et donc il a un style unique géométrique et souvent une façon de faire boucler ces GIFs qui est basée sur la géométrie. Donc ça échappe aux techniques que je vais expliquer là. C'est une méthode souvent plus intelligente que ce que je fais et plus unique. Moi j'utilise tout le temps les mêmes recettes pour faire boucler mes GIFs en fait. Voilà. Et donc voilà, son workflow ou template, parce qu'en fait c'est un code qui est réutilisé à chaque fois, qui fait un fichier de code. Donc c'est un template. Comment ça fonctionne? Alors en fait on a deux modes. Un mode pendant qu'on travaille, on change le temps avec la souris. T égale mouse X divisé par width. Voilà. Pour tester, on fait pas de rendu, mais on change le temps avec la souris. Et sinon, l'autre mode, c'est recording égale true. Là, on fait un rendu avec flou de mouvement. Alors pourquoi un flou de mouvement? Tout simplement parce que c'est plus esthétique en général. Voilà. Et donc, pour ça, la fonction draw va appeler plusieurs fois une fonction draw underscore. Et c'est dans draw underscore qu'on va dessiner. Donc là, j'ai mis des détails techniques. Ça, c'est parce que j'ai partagé les slides après mon talk. Et donc ça pourrait être utile de partager ces détails de code technique. Mais là, je ne vais pas vous les expliquer. Alors pour le flou de mouvement, le flou de mouvement, on a deux paramètres. Parce que le flou de mouvement, en fait, c'est juste une moyenne sur plusieurs dessins qui sont rapprochés dans le temps. Rien de plus que ça. Donc sur chaque pixel, on fait la moyenne des couleurs sur plusieurs dessins. Et donc, ça nous donne deux paramètres. D'une part, combien de dessins on prend pour faire la moyenne, samples per frame. Et d'autre part, pardon, pour le micro. C'est bon. Et donc, d'autre part, shutter angle, ça c'est comment les échantillons qu'on prend pour faire le flou de mouvement vont être espacés dans le temps. Donc, c'est les deux paramètres qu'on a. Et donc, maintenant, notre code avec le template, il devient comme ça. Alors, j'ai caché toute la partie template qui est au-dessus, et on travaille seulement dans la partie après les slash. Et donc, ça devient assez court aussi. Et donc là, si on regarde bien sur le GIF qui est à gauche, il y a un peu de flou de mouvement. C'est subtil. Alors, maintenant, je vais vous présenter des fonctions qui sont extrêmement utiles pour moi et que j'utilise partout. Map, constraint, lerp et is. La fonction map, en fait, tout simplement, elle prend une valeur x, elle la fait passer de l'intervalle AB à l'intervalle CD. Donc après j'ai mis une définition plus mathématique, c'est la fonction affine qui envoie A sur C et B sur D appliquée à X. Ça peut-être ça vous parlera moins. Et, voilà. Et donc tout simplement ça fait passer d'un intervalle AB à un intervalle CD, et en pratique c'est beaucoup utilisé pour passer de l'intervalle 0,1 à un intervalle CD, ou alors d'un intervalle AB à un intervalle 0,1. La fonction constraint aussi est très pratique, qui bloque une valeur X entre A et B. Et en pratique elle est presque tout le temps utilisée pour bloquer une valeur entre 0 et 1. La fonction lerp, je vais passer parce qu'en fait on peut la faire avec map. C'est une interpolation linéaire. Sinon la dernière fonction que je vais présenter, c'est la fonction is, qui permet de faire des transitions smooth, donc souvent utilisée avec le temps, mais on peut aussi l'utiliser pour dessiner des formes. Et donc elle prend un paramètre g, et là j'ai représenté la fonction pour différents paramètres g. Donc ça c'est vraiment une fonction que je conseille d'utiliser beaucoup. Et donc elle est définie comme ça. Alors là c'est un peu cryptique la façon dont c'est défini, mais en fait le principe est simple, c'est la fonction x puissance g au début, et après on met la fonction x puissance g à l'envers pour faire la deuxième partie après 0,5. Donc de 0 à 0,5 x puissance g, ensuite de 0,5 à 1 on met la fonction à l'envers, et c'est comme ça que c'est défini. Et donc là j'ai mis un exemple, c'est pas la peine de le comprendre vraiment. J'ai combiné map, is, constraint, map pour donner la position d'un point.
Voilà, et donc ça évite d'avoir des ifs, et on peut bloquer. Là, l'idée c'était de bloquer le point un petit moment en haut et en bas, et d'avoir ça assez smooth. Et donc j'ai pensé que c'était un bon exemple. Alors dernier truc technique avant de présenter les techniques de loop, l'Open Simplex Noise. Alors ça, c'est peut-être que ça caractérise encore plus mon style que le noir et blanc, parce que je l'utilise vraiment beaucoup et je suis peut-être le seul à l'utiliser autant pour faire du GIFART. Et donc c'est un truc que j'ai ajouté au template de Bees and Bombs. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est une fonction de bruit, comme le bruit de Perlin. Et elle a été implémentée par Kurt Spencer. Et donc qu'est-ce que c'est une fonction de bruit? Donc c'est une fonction aléatoire continue. Je vais montrer une image ensuite. Et donc lisse, qui reste dans l'intervalle -1. Et donc l'Open Simplex Noise, il a été implémenté jusqu'à la 4D. Et alors que le bruit de Perlin qui est dans Processing, il est implémenté que seulement jusqu'à la 3D. Et donc comment on l'appelle? Donc il faut convertir en float le noise, sinon ça bug. Et donc voilà, donc noise de .eval de ABCD pour la dimension 4. Donc ça, c'est ce à quoi ressemble le bruit 1D. Ça, c'est pour le bruit 2D. Donc là, le -1, c'est pour le noir, et le 1, c'est au blanc. Et après, j'ai envie de vous montrer à quoi ça ressemble le bruit 3D. Et pour ça je prends des tranches de Z égale 0 jusqu'à Z égale 10. Et là, je vous les montre dans une animation. Et après, par contre, le bruit 4D, c'est plus difficile à se représenter. Et donc, par contre, il y a un principe, c'est que si on fixe une des dimensions, on revient au bruit en dimension inférieure. Donc là, j'ai pris du bruit 2D, je fixe une dimension, et là, qu'est-ce qu'on retrouve? C'est du bruit 1D. Si on prend si on voit l'image à gauche comme d'un terrain, là, avec une hauteur, bah, la hauteur, si je fixe une des dimensions, ça va donner du bruit 1D. Et pareil, si on a du bruit 4D et qu'on fixe 2 dimensions, on va se retrouver avec du bruit 2D. Et donc là, j'anticipe sur la suite. Un truc qui est vraiment intéressant à faire pour faire des choses qui bouclent, c'est de prendre un cercle dans du bruit 2D et ça donne une fonction périodique, aléatoire. Et ça, c'est vraiment pratique. Alors, dernière chose, sur l'Open Simplex Noise, comment on fait pour avoir deux noises différents? Alors, il y a deux méthodes. Il y a la méthode de Daniel Schiffman. On utilise deux graines différentes quand on définit la fonction noise. En fait, on définit deux fonctions noise différentes avec deux graines différentes. Et moi, j'aime pas définir plein de fonctions noise différentes. J'en fais qu'une seule, et après, je me déplace dans l'espace pour prendre des valeurs assez loin pour que ce soit décorrélé, quoi. Donc, c'est ce que j'ai mis dans la méthode 2, là. Donc, voilà, on peut prendre n'importe quelle dimension. Là, j'ai pris la première. Je rajoute une graine sur la première dimension pour prendre des valeurs différentes. Et j'ai une seule fonction noise. Voilà. Donc, on va passer aux techniques pour faire les boucles. Et donc, la première technique que je veux présenter, c'est la propagation du bruit, qui est utilisée sur ces deux exemples. Sur le premier exemple, je déplace les points dans l'espace, et sur le deuxième exemple, là, je joue sur la rotation des petits cubes. Donc là, voilà, je sais que mon talk est assez technique, mais là, je vais repartir sur quelque chose de simple. Donc chaque point blanc là, pour l'instant, il va bouger en suivant une sinusoïde. Donc là, je joue sur la position, mais après, on peut jouer sur la couleur, la taille et plein d'autres choses. Et donc, ce qui est intéressant de faire, c'est de mettre un déphasage différent pour chaque point, que j'appelle offset. Et donc là, pour chaque point, j'ai pris un offset aléatoire. Donc ça me donne ça. Donc bien sûr, ça boucle parce que c'est seulement un déphasage. Et donc, avec quelque chose de plus structuré, ça peut être de mettre un offset proportionnel à x. Et donc là, ça justifie pourquoi j'ai mis moins offset. C'est parce que là, du coup, grâce au moins, la propagation, si on prend les sommets de la sinusoïde qui apparaît, elle va dans le sens de l'offset. Voilà.
Donc en fait, pour l'offset, on peut prendre n'importe quelle fonction qui ne dépend pas de t, et ça va boucler. Donc là, j'ai pris la puissance 2, ça donne un truc un peu plus compliqué, mais ça boucle toujours. Et donc maintenant, je vais passer à autre chose. C'est le cas 2D, là en jouant sur la couleur. Donc ma sinusoïde, elle fait passer du noir au blanc. Et encore une fois, on peut mettre un offset. Là, j'ai mis un offset proportionnel à x plus y. Donc en fait, chaque pixel, il oscille entre le noir et le blanc, mais en décalé, donc avec l'offset. Et c'est ça qui fait la propagation des lignes blanches. Alors là, je fais une petite modification parce que j'aimais pas trop l'allure de ça. J'utilise la fonction is, donc, que j'ai présentée avant pour contraster le résultat. Ça montre qu'elle est assez utile. Et voilà. Alors là, je joue sur les offsets. Là, je vais utiliser la distance au centre. Et donc, ça fait cet effet-là. La fonction Aten2, elle est pratique pour donner un angle. En fait, c'est l'angle entre Aten2 de YX, c'est l'angle de XY par rapport à 0, 0. Et là, j'utilise une soustraction pour faire l'angle par rapport au centre. Et ce qui est intéressant, c'est de combiner les différents offsets. Là, j'ai fait la somme de la distance au centre et Aten2. Et donc, ça me fait ce genre de spirale. Là, c'est un exemple plus compliqué. Donc, j'ai mis le code. Voilà, j'utilise la distance dans un sens, la distance dans l'autre sens. Et aussi Aten2. Ça me donne ça. Et donc là, pour l'instant, tout ce que je faisais, c'était avec une sinusoïde. Et là, ce que je fais comme changement, c'est que je remplace le sinusoïde par la fonction périodique qu'on prend dans le bruit 2D en faisant un cercle. Donc voilà, bien sûr, pour prendre les valeurs sur un cercle, on fait rcos et rsin avec le rayon R. Et donc, à la place du sinus 2pi t-offset, là, j'ai cette fonction avec noise.eval donc qui remplace le sinusoïde. Voilà. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est comme si je prenais l'oscillation entre le noir et le blanc, c'était pas très intéressant. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un déplacement dx et dy. Donc je prends deux valeurs, une valeur pour dx, une valeur pour dy, avec deux cites différentes, deux graines différentes. Et donc en jouant avec un peu de transparence, on obtient ce résultat, toujours avec l'offset que j'avais précédemment. Mais par contre, là, l'offset qu'on a là, il est assez intéressant, mais si on revient sur un offset plus basique, comme celui-ci, c'est franchement assez ennuyeux. Et là, il nous reste deux dimensions de bruit. On était avec du bruit 2D. Donc ce qu'on peut faire, c'est utiliser les deux dimensions qui restent pour faire varier les fonctions périodiques. Donc là, avec x et y. Et là, c'est beaucoup plus intéressant. Et donc là, on a quelque chose qui a l'air complexe et qui boucle. Et en fait, donc là, j'ai utilisé l'offset proportionnel à x plus y. Bien sûr, j'aurais pu faire quelque chose avec la distance au centre, quelque chose de radial. Voilà. Et donc, c'est là que j'ai prévu de faire un premier live code sur cet exemple. Le fidèle micro. Tout a explosé. Il est plus content ?
par contre, là, je vais. Hop. Préférence. Ouais. Donc, c'est parti. Donc, le but, c'est de faire une grille de cubes qui vont tourner et d'une manière à ce qu'on voit une sorte de propagation vers le haut. Pour ça, je pars quand même d'une fonction qui me dessine un cube à la position 0, 0, 0 dans l'espace. Et donc, j'utilise une palette de couleurs, de 4 couleurs. Voilà. Donc, je vais faire 18 x 18 cubes. Ah, c'est pas facile ouais. Donc, pour ça, donc ça nous donne une position X. Je vais mettre donc une petite marge. Ouais. Alors. Donc là, je définis ma position. Ça prend plus de temps que prévu. Hop. Donc là, je vais déjà essayer de dessiner mes cubes. Je vais me translater en XY. Alors, on va voir si ça passe. Donc là, je suis dans le mode où je suis dans le mode où je change le temps avec la souris, comme j'ai expliqué. Donc là, voilà, il y a tous nos cubes, mais pour l'instant, ils ne tournent pas. Et là, je vais utiliser donc du bruit pour définir les rotations. Donc, en fait, je vais le tourner dans tous les sens, rotate X, rotate Y, rotate Z. Je vais définir une graine pour mon bruit. Hop. Alors là, je vais utiliser ma fonction périodique avec du bruit en 2D. Red égale... Alors, 1.0, ça devrait marcher. Hop. Red fois cos tout. Hop. Donc,
je vais utiliser des valeurs différentes pour chaque fonction périodique. Donc j'ai mis avec une majuscule. Voilà, après l'offset, j'ai pas encore déterminé. Alors, ça c'est pour la propagation verticale. Mon offset il va être proportionnel à Y. Et donc là, normalement, je vais avoir les cubes qui tournent. Voilà, on a les cubes qui tournent. On a la propagation vers le haut. Mais sauf qu'on n'a pas encore de variation selon X et selon aussi Y. Et donc là, je vais juste ajouter ça. Donc là, je vais définir deux constantes. Je change X. Alors, qu'est-ce que j'ai mis 0,07. Ok. Hop. Et là, peut-être qu'on est bon. Hop. Voilà, là, ça a l'air de se propager vers le haut. Voilà, et donc ça, donc je suis dans le mode recording égale false, où je contrôle le temps avec la souris. Et là, je peux passer à recording égale true. Et là, ça va me faire le rendu avec le flou de mouvement. Voilà, c'est parti. Bon, ça va prendre un petit moment là. On voit qu'on est à 25 sur 150. Ouais, du coup, je vais anticiper. En fait, j'ai rajouté un petit truc. Une petite rotation qui fait qu'on a l'impression que ça, globalement ça se met à rouler dans un sens. Rotate X de 3 fois tout pi T. Voilà. Au prochain rendu, je ferai ça. Alors, je vais aller dans le dossier où c'est généré. Hop. Donc voilà, là j'ai toutes mes images. Et donc, je vais faire le GIF 2 millisecondes entre les frames. Hop, j'ai oublié, avec les couleurs, il faut faire ça, 256. Voilà, c'est l'heure du test. Voilà. Voilà, là on va arriver à la dernière partie. Donc j'en avais déjà parlé quand je présentais mes GIFs. C'est la technique du remplacement. Donc là j'ai mis deux exemples. Donc bien sûr la durée du GIF sur la spirale, c'est pas le temps qu'un blob met pour arriver jusqu'au centre. C'est beaucoup plus court que ça en fait, grâce à la technique du remplacement. Et donc là pareil sur le deuxième exemple, les particules elles utilisent la technique du remplacement. En fait j'ai qu'une seule slide pour expliquer la technique du remplacement. Elle est beaucoup plus simple. En fait, en fonction d'un paramètre P qui va aller de 0 à 1, on va pouvoir montrer un objet. On va implémenter comment montrer un objet en fonction d'un paramètre P. Et ensuite, on va en mettre K à la suite qui vont succéder.
et en définissant P tel que P égale 1 point, I plus T divisé par K. Donc je vais expliquer un peu. Donc le IM objet, on va le mettre le paramètre P à I plus T sur K. En fait, c'est parce que le T, ça va de 0 à 1. Donc en fait, quand on passe à T égale 1, on va à l'indice suivant, tout simplement. Donc ça boucle. Donc je sais pas quoi ajouter vraiment. Voilà. Et donc, bon, après, avec la technique du remplacement, il y a quelque chose, c'est faut savoir gérer comment les objets apparaissent et disparaissent. Par exemple, là, les blobs, bah, je les fais tout petits au début et à la fin. Dans le deuxième cas, je fais que ça boucle. En P égale 0 et en P égale 1, on se retrouve au même endroit. Donc, ça peut être aussi le champ un objet qui sort du champ de vision pour le début et la fin. Donc, à chaque fois, il faut gérer qu'est-ce qui se passe pour P égale 0 et P égale 1. Voilà. Et là, donc j'ai un autre. Alors, je sais pas si j'ai le temps de faire un deuxième live code. Il faut que je regarde qu'il reste. Ok. Alors, je commence par définir. Là, je vais en programmation orientée objet. Je commence à définir une classe dot. Je vais faire 200 objets. Je fais un tableau de dots. Là, je vais initialiser mes dots. Et là, je les montre. Avec une méthode qui n'est pas encore implémentée. Voilà. Et donc, alors, il faut que je lui donne mes attributs à mes points. Je vais donner un angle. Je vais travailler en coordonnées sphériques. Donc, oui, donc je rappelle, ce que je veux faire, c'est ça. Donc, c'est pour ça que je travaille en coordonnées sphériques. C'est une sphère. Voilà. Flotte phi, donc premier angle en coordonnées sphériques, random pi. Un angle de θ de départ, θ0, random de pi. Une graine pour les valeurs de bruit que je peux utiliser. Voilà. Donc, et là, je vais faire la fameuse fonction show p, paramétrée pas par le temps, mais par un paramètre p. Et donc après, je ferai une fonction show qui fait la boucle pour afficher tous les objets qui se succèdent. Voilà, donc il faut que je les implémente. Je définis mon angle θ. Vu que je veux une rotation, ça va être 2pi fois p plus θ0. Bon, après, je peux passer à x, y, z en coordonnées sphériques. Alors, ma sphère, elle va avoir un rayon R. Ah oui, j'ai une parenthèse. Merci. Hop. Donc R fois cos θ fois sinus phi. Voilà. Là, ça peut paraître bizarre de mettre Z et pas Y, mais en fait, c'est normal. Y.
Et là, bon, je vais dessiner mon petit point. Point x, y, z. Après, je vais mettre 14 à la suite, donc là, c'est ma fameuse variable k. Et donc, je fais une boucle for. J'ai fini mon paramètre P comme I plus T sur K, comme j'expliquais. Et là j'appelle la fonction showP, la méthode showP. Voilà. On va voir si ça marche. Ah oui. Merci. Le réflexe de... Et donc, voilà, si je bouge la souris, hop, ça tourne. Donc après, qu'est-ce que je peux faire? Ah oui, déjà je vais faire des points un peu plus gros. D'abord je vais faire ça. Et là, je vais utiliser du bruit pour que ce soit un peu plus intéressant. Donc ça c'est toujours avec ma fonction mon bruit 2D où je prends un cercle dedans pour que ça boucle. Non, hop. Je vais faire pareil pour Y et Z. Voilà. Là, je donne des graines différentes pour que ça me donne des valeurs différentes. Et peut-être que là, on a quelque chose qui marche. Ah, j'ai oublié d'ajouter des X et des Y. Des Z. Hop, c'est bon. Ah, ça a l'air de marcher pas trop mal. Bon, avant de faire le rendu, je vais faire une dernière modif. Je vais faire varier la taille des petits points. Ah. Hop. Voilà. Voilà. Et j'ai oublié quelque chose, c'est si vous êtes attentif, c'est plus sombre derrière. C'est plus sombre derrière. Je sais lequel, c'est celui-là. Donc je verrai ça. Float un facteur F, map Z, donc 0,5 fois R, moins 1.0 fois R, 1, 0.
Là, plus c'est dans la profondeur, plus je vais mettre sombre. Voilà. Voilà. Merci. Il me reste un peu de trucs encore dans ma présentation. Moi, je laisse le rendu pendant ce temps-là. Donc, un truc que j'ai fait en 2019, qui a eu pas mal de succès, c'est les surfaces comme ça, notamment avec des trous. Et donc, je vais expliquer un peu les techniques qu'il y a derrière. Alors, qu'est-ce que c'est une surface? J'ai regardé sur Wikipédia, on devrait dire une nappe paramétrée. C'est une fonction qui va de R2 vers R3, donc qui prend pour entrée 2 paramètres réels et qui en sortit à 3 paramètres réels. Et donc, en fait, une difficulté à laquelle je me suis heurté, c'est que on veut pas non seulement on veut là, une bonne surface, mais on veut aussi une bonne paramétrisation. Ça veut dire qu'on ne veut pas, quand on se déplace un petit peu avec un pas constant en entrée, se déplacer de manière brutale en sortie. Et donc, voilà, pour les trous, il faut une paramétrisation qui est comme ça. Alors, je vais avoir deux paramètres P et θ. Le paramètre P, c'est comment on sort du trou. Et le paramètre θ, tout simplement, c'est l'angle. Donc en vert, là, c'est angle constant. Et en rouge, c'est P constant. Et donc là, on voit bien que l'espacement des lignes est régulier. C'est une bonne paramétrisation. Donc comment on a x, y, z en fonction de P et θ. Je passe par l'intermédiaire du rayon. Et en fait, si j'ai le rayon et z, j'ai x, y, z, parce que x et y se déduisent à partir du rayon, comme je l'ai mis là, r cos θ et r sin θ. Donc, ce qu'on veut pour le rayon, en fonction de P, c'est qu'au début, quand on sort du trou, quand on est dans le trou, le rayon il est constant. Et après, quand il y a une phase de transition, puis après, le rayon il augmente linéairement. C'est ce que j'ai mis sur la première courbe. Voilà, donc au début, rayon constant, Hermine. Et après, phase de transition, puis après, le rayon il augmente linéairement. Et par contre, pour la hauteur, là, on augmente linéairement au début. Après, il y a une phase de transition. Et après, la hauteur n'augmente plus. Donc voilà, je voulais vraiment avoir ces fonctions-là pour avoir ma bonne paramétrisation. Et pour ça, j'ai utilisé une fonction qui s'appelle soft+. Donc on voit bien que c'est la courbe en vert, là. On voit bien que ça semble résoudre notre problème. Mais en fait, souvent, elle est définie comme log de 1 plus exponentielle x. Et ça, numériquement, ça passe pas du tout, parce qu'exponentielle, ça explose. Donc quand je l'ai essayé, ça marchait pas. Une petite modification, c'est de gérer la largeur de la phase de la zone de transition avec un paramètre A, mais on a toujours le problème d'explosion d'exponentielle. Et donc, ce que j'ai fait, c'est en fait, j'ai tout simplement utilisé un petit bout de parabole qui fait la jonction entre quand on reste à 0 et quand on a ensuite x. J'ai regardé ce qu'il fait. Enfin, j'ai pris un bout de papier et puis j'ai trouvé la fonction parabolique qui fait la transition entre les deux. Et donc, je l'ai implémenté là, mais franchement, là, je trouve indéchiffrable ce code. Je sais qu'il marche, mais je l'ai fait une fois, ça marche, et donc après, voilà. Mais du coup, ça résout notre problème. On a la fonction qu'on veut. Et donc, comme je l'ai expliqué, pour le rayon, c'est Hermine plus soft plus. Non, je l'ai pas encore expliqué. Donc, voilà. On décale juste en ordonnée de Hermine. Et puis ensuite, pour le Z, c'est tout simplement moins soft plus de moins P. Et donc, c'est bon. Après, ouais, après, je parcours la surface avec des objets. Et il y a des détails que j'ai pas envie d'expliquer, mais le plus dur, c'était d'avoir la bonne paramétrisation du trou. Et donc, dernière chose,
En 2019, j'ai beaucoup exploité des maillages triangulaires comme ça. Et donc, j'ai fait une animation qui explique la chose. En entrée, on a une grille là, de 3 fois 8. Et donc, on utilise la technique du remplacement. Et après, on applique la fonction surface à ces positions en entrée. Et donc, c'est vraiment l'idée principale, avoir cette grille qui bouge et appliquer la surface à cette grille. Et donc, chaque petit carré est composé de 4 triangles avec une petite sphère au milieu. Et là-dessus, je joue avec du bruit pour le faire varier progressivement. Donc, c'est comme ça qu'on obtient ce genre de texture. Et là, j'ai vraiment fini.